HCFR, le podcast autour du cinéma. Salut les amis, je suis Clément, bienvenue dans HCFR, le podcast cinéma, épisode 1, saison 2. Comme d'habitude, je suis accompagné de mon acolyte Xavier. Salut Xavier, comment vas-tu ? Hey, salut Clément, salut les auditeurs, comment ça va ? Super, écoute, pour débuter cette nouvelle saison, nous vous proposons de faire un bilan cinématographique de cet été 2014. Première constatation, par rapport à l'année dernière, il y a quand même eu beaucoup moins de blockbusters cette année. Et globalement, les budgets ont quand même été un peu revus à la baisse. C'est vrai que par rapport à l'année dernière, on avait quand même constaté des budgets qui étaient vraiment très élevés en nombre. Bon, c'était une année un peu exceptionnelle, 2013, en termes de blockbusters. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez, à réécouter donc notre toute première émission qui faisait le bilan des blockbusters de l'été 2013. Bon, cette année, moins de blockbusters, plus de moyens de production et de films un peu indépendants. Bon, bien sûr, il y a eu les lots de films comics, Gardiens de la Galaxie et le Spider-Man et X-Men Days of Future Past. Film que nous aborderons dans une prochaine émission, dans la même configuration que l'émission que nous avions proposée l'année dernière. Le film de comics est tellement devenu un genre qu'on est obligé de les séparer, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Bon, et puis il y a beaucoup de choses à dire quand même, je pense, notamment sur le Spider-Man qui était quand même un peu raté. Oh, d'où Jésus, ça fait mal aux yeux, ça. Voilà. Pour cette émission, on va parler de Godzilla, Edge of Tomorrow, Expendables 3, Get On Up, Jersey Boy, Tusk, les Ninja Turtles, et puis éventuellement on parlera de 2 ou 3 autres films qui nous ont un petit peu marqué. Voilà, et tout ce qui est un peu petit budget, un peu écarté d'Hollywood, hein, donc on va adresser aussi quelques films là, de ce type-là, ça sera bien sympa. Tout ce qui est un peu cinéma indépendant. Alors, juste pour précision, Ninja Turtle n'est pas encore sorti en France, mais Xavier, qui est aux États-Unis, a eu la chance, ou pas, de le voir, il nous le dira. Justement, je crois que c'est mal parti, là. Franchement, c'est pas grave s'il arrive pas en France immédiatement, mais c'est fou, hein, il est arrivé il y a déjà 2-3 mois, là. Hein. C'est dingue. Ouais. Et j'étais très étonné, mais en même temps, tant mieux, hein. Peut-être que ça veut dire que les Français font un peu plus attention à ce qu'ils regardent. Le programme était relativement chargé, mine de rien. Je pense en sortie quand même, il y a eu beaucoup de sorties des semaines avec peut-être 12-13 films, ça fait beaucoup, alors forcément l'exploitation de certains films passe à la trappe. Ouais, je pense que surtout comme c'est un grand film d'été, je crois qu'ils font un package spécifique, tu vois, ils vont le mettre avec des films tout pourris pour les vendre au cinéma Gaumont, histoire que Gaumont soit forcé d'acheter les Tortues Ninja et puis se taper tous les autres merdes, tu vois, qui veulent pas mettre à l'affiche, ils seront obligés. C'est un peu les tactiques pourries comme ça aussi. C'est vrai que t'as des périodes dans lesquelles il vaut mieux sortir ton film parce que y a pas grand chose au cinéma et que, mais bon, en même temps, on sait que les gens vont beaucoup au cinéma l'été. Alors, il faut dire aussi quand même que mine de rien, cette fin d'année, elle est quand même relativement dantesque parce qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes à voir. Bon, on en reparlera en conclusion, mais bon, c'est peut-être pas un bon calcul. On verra. Voilà, allez, c'est parti. Alors on commence tout de suite avec Godzilla. Alors Godzilla... on commence par le gros, ça, voilà. C'est comme ça, hein Clément, boum, tout de suite. C'est ça. On s'était quitté... Donc le dernier épisode de la saison précédente des podcasts cinéma, on s'était quitté justement en se disant que la bande-annonce était quand même formidable, extraordinaire et qu'on attendait ce film comme des fous furieux. Et ça s'en arrête là pour moi. Exactement. C'était une excellente bande-annonce et je pense que le film on peut l'oublier très rapidement. On va parler de quand même ce qui est évident, d'excellents et de magnifiques effets spéciaux. Ça, c'est devenu même une norme du blockbuster maintenant. C'est toujours même c'est agréable à voir, à visionner. Mais voilà, encore une fois, c'est un film qui quand même Hollywood a envie de le vendre en masse, donc on peut pas faire quelque chose de complexe. On va faire quand même quelque chose que tout le monde aimera et on ne prend pas de risque, 0 risque, voilà. Bon, le réalisateur avait fait qu'un film avant ça qui était Monsters, qui était quand même pas mal, il faut dire ce qui est, donc Gareth Edwards, qui était quand même vraiment prenant, je trouve. Et là. En toute objectivité, il me semble qu'ils sont passés un peu à côté du sujet, quoi. On est complètement dans le banal, hein. Je veux dire, déjà, parlons de la chose la plus forte du film, pas la plus forte, mais la plus intéressante. C'est que on a un excellent acteur qui joue dedans. Bryan Cranston
Hélas, Bryan Cranston meurt assez rapidement dans le film, donc on apprend par la suite que ce n'est pas notre protagoniste principal, ça va être son fils. Son fils qui est un personnage qui a des émotions banales, qui n'est pas intéressant, je sais pas, moi ça m'intéresse pas de suivre quelqu'un comme ça, je veux dire le père... son père, Bryan Cranston, le personnage était bien plus intéressant. C'est un acteur qui en a bien plus dans ses tripes, qui s'est donné beaucoup plus d'émotions. Il y a cette fameuse scène d'interrogation par les Japonais, où il est tenu de côté parce qu'il est allé dans la zone interdite de Fukushima. Bon, c'est pas Fukushima, mais on voit que le film fait allusion à Fukushima. Ouais. Mais voilà, il nous montre des tripes, il montre qu'il veut savoir ce qui est arrivé à sa femme, il veut connaître ce qui se passe, et rien que là, on sent que le mec, il en a dans le bide, quoi. Il sait comment jouer ses personnages, il sait comment donner de l'émotion. Et l'introduction du film est vraiment exceptionnelle, en fait. Ah ouais. On était vraiment à fond. Bon, même, tu vois, il y a peut-être un peu des longueurs, mais justement, je trouve que, tu vois, t'as quand même une espèce d'intensité pendant les 20 premières minutes. Moi, tu vois, j'ai trouvé que c'était vraiment, ça, c'est sûr. En fait, on a une explosion d'une usine nucléaire. Excusez-moi pour les spoilers, mais bon, c'est Godzilla, il y a des choses qui vont être détruites. C'est clair qu'il y a une bonne installation de cette enquête. Avant qu'on voit le monstre, il y a toute une ambiance de qu'est-ce qui se passe. Il y a une usine nucléaire qui explose et qui est en train de modifier la Terre, mais en fait, il y a des choses qui datent d'avant cela. Voilà, il y a des choses intéressantes. On est un peu dans ce sorte de... C'est pas tout à fait un polar, mais une sorte d'enquête. Ouais, c'est ça. Là, c'est sympa, cette tournure du film, avant qu'on aille justement dans le présent, la stupidité. Avant qu'on aille vraiment juste dans le monster. Je veux dire, après, c'est bête ce qui se passe, mais c'est intéressant, c'est amusant. J'ai pas envie de critiquer finalement Aaron Taylor-Johnson qui joue le rôle du fils, parce que bon, il fait le job. Non, l'acteur fait le job. Mais le personnage est pas très intéressant, quoi. Exactement, l'acteur est très compétent. C'est juste le personnage qui est écrit, mais il est vraiment pas intéressant. Il manque complètement de motivation. C'est un personnage, en fait, c'est encore une façon d'écrire dans les films vite fait. C'est un personnage qui connaît une seule façon d'amorcer une bombe, et bien sûr, dans toute l'armée américaine, c'est le seul qui sait comment amorcer une bombe nucléaire de cette façon-là. Ce qui est complètement stupide. Encore une fois, ça nous montre que c'est un personnage qui est essentiel parce que on l'a écrit d'une façon à ce qu'il soit essentiel. Ça n'a même pas comment dire, ça n'a pas de motivation externe, en fait. Ça n'a pas de raison à pourquoi on comprend, ok, c'est normal qu'il soit aussi exceptionnel. Non, c'est quelque chose qui est créé toute pièce, parce que voilà, vite fait, on coupe la conversation, on va éviter le débat, il est important. Et moi, ça m'intéresse pas de voir son voyage avec les Marines. Ça m'intéresse pas de le voir amorcer cette bombe nucléaire pour tuer Godzilla. Tout ça, c'est pas intéressant. On se fait chier. Ouais, bah oui, le mec, on se fait vraiment chier. Pour moi, c'est vraiment il y a beaucoup de longueur, de dialogue long. Et puis on a ces petites scènes d'émotions forcées, tu vois, et avec cet accident de train à Hawaï, avec cette petite fille qui tombe dessus, qui appuie ses parents, et puis qui se trouve à la protéger, à la ramener à ses parents, tu vois, c'est vraiment, on montre qu'il a de l'intention. C'est un peu surfait. C'est chiant, tu vois, franchement, je deviens agressif tout de suite. C'est chiant, Godzilla. Non, mais c'est amusant. Mais c'est dommage qu'on ait tous ces passages avec le fils. Moi, j'aurais bien aimé continuer à voir Bryan Cranston qui est en train d'enquêter sur la mort de sa femme, et pourquoi, en fait, qu'il trouve qu'il y a une explosion nucléaire qui a créé des anomalies, des monstres géants, des kaiju, comme dans le mythe et le lore japonais. Ça aurait été plus intéressant, je trouve, que ce personnage qui est banal, quoi. C'est ça. Puis bon, tu as aussi Ken Watanabe le personnage en tout cas qui est transparent, quoi, qui est dans la description, qui subit le truc, c'est sympa parce que ça nous donne le retour d'émotion, en fait, de ce que le monstre produit. Mais voilà, Ken Watanabe, c'est un personnage secondaire dans le film. Oui, tout à fait, mais je trouve qu'il aurait pu être mieux exploité, voilà. Mais oui, exactement, tous ces acteurs qui en ont des tripes, qui peuvent nous donner, tu vois, de transformer Godzilla pas seulement en un film de monstre, d'assaut, mais qui nous donne cette personnalité un peu plus de, tu vois, comme cette bande-annonce, quoi, qui mettait beaucoup plus de force. Il y avait vraiment quelque chose qui nous donnait envie de voir, ça va être un bon film de monstres gigantesques qui sont en train de détruire Tokyo pour la énième fois. Mais cette fois, voilà, on va le faire dans un côté un peu plus artistique, avec des émotions qui vont être plus réalistes. Et tout ça, c'est secondaire. Ce qu'on va suivre, voilà, c'est encore une fois, c'est le fils de Bryan Cranston, qui est le personnage basique, banal de film d'action. Je pense qu'il y a pas mal de cette mode en ce moment, effet Nolan, ce que j'appelle moi, c'est-à-dire, tu vois, assombrir un peu tout, quoi, faire un peu Batman, vraiment le personnage ultra sombre, tu vois. Ce qu'on voit aussi, c'est donner trop d'envers psychologique au personnage. C'est ça. Alors bon, c'est devenu à la mode de créer tous ces émotions psycho quand il n'y a pas besoin. Je veux dire, bon là, je suis en train de... mais tu peux le faire si tu veux, mais derrière, il faut avoir un travail d'écriture et de montage qui fonctionne. Là, c'est pas le cas. Mais c'est ça, en fait, c'est des techniques qui sont
sont très difficiles à adapter à l'usine en fait, à la production rapide. C'est ça. Ça marche pas. T'as un montage qui est un peu particulier parce que ce que je comprends pas, c'est que t'as des scènes de combat entre les monstres qui sont coupées. C'est-à-dire que tu vois, tu sais que ça va partir, tu te dis, ouais, on va assister à un truc de fou, puis boum, ça coupe. Mais c'est ça, hein, c'est bizarre, quoi. Et tu focalises plus sur les êtres humains où t'en as absolument rien à foutre à ce moment-là, quoi. Bon, c'est dommage. Et puis même Godzilla, tu vois, du coup, passe vraiment au second plan. Pourtant, je veux dire, il est tellement énorme dans le film. Enfin, tu vois, ils l'ont fait gigantesque. Enfin, tu sens vraiment. Ils t'en ont fait un héros, en fait. C'est un gentil. Voilà, oui. Bon, mais bon, ça c'est un parti pris, tu vois. À la limite, c'est pas un souci. Mais par contre, tu me dirais qu'il évite d'écraser les êtres humains quand ils marchent en ville, hein. Ouais. Bon. Il y a toutes ces petites intentions qui sont démontrées. Alors, je sais pas si c'est le PG-13, mais ça c'est sûr que c'est montré, quoi. Les êtres humains en ont même quasiment pas peur vers la fin du film, tu vois, qu'il est bien accueilli. Et je veux dire, tout ce qui manque, c'est le feu d'artifice et merci Godzilla en bannière au-dessus de Hawaï, quoi. Ouais, bon, c'est sûr que la fin est hyper connue. Bon, il y a un point positif quand même dans tout ça, c'est la musique d'Alexandre Desplat, qui quand même, moi je trouve, est hyper réussie. Je me demande même si c'est pas sa meilleure composition, surtout dans un registre qui est totalement nouveau pour lui. Excellente. Même, je sais pas qui est-ce qui était l'équipe, la personne qui s'est occupée des bruitages. Mais les effets audio étaient excellents. Hein. Oui, les cris de Godzilla, tout ce qui était bataille, les bâtiments, il y avait vraiment une immersion nickel. Pendant les scènes de combat, on est à fond dedans. Oui, c'est clair. Il y a un côté vraiment réaliste. On sent la taille des monstres. De ce point de vue, ils sont tellement massifs, énormes, ils sont lents, et chaque coup porté, c'est vraiment quelque chose qui va être désastreux sur l'échelle humaine, tu vois, ça c'est sûr. Un peu comme Pacific Rim, si tu veux. C'est vrai qu'ils ont bien, tu vois, dosé la vitesse des monstres, ce qui est pas le cas par exemple dans Transformers, où ça va à une vitesse de bon. Ça va tellement vite qu'on pige pas ce qui se passe. C'est ça, voilà. Donc bon, à part sur les ralentis, c'est un peu intéressant, le reste c'est illisible. Je te trouve gentil là-dessus. Mais là c'est vrai que bon, techniquement le film, on peut lui faire aucun reproche, quoi. Hein. Ah non, il y a rien à dire. Visuellement c'est magnifique. Il y a vraiment des séquences. Je reviens sur celle on disait un peu plus tôt, Clément, mais l'explosion de l'usine nucléaire au Japon, c'est prenant. Hein. Ah oui, tout à fait. Non, t'as l'impression de voir quelqu'un qui avait un téléphone portable sur Fukushima ce jour-là. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. C'est vraiment une bonne surprise en tout cas sur cette première partie-là, et puis après une déception plus franc. On sort de là, on se dit ça, on est un peu 50-50 sur le film, quoi. Ça peut. Ouais, c'est dommage. Exactement, c'est ça, c'est dommage. Passons à un film qui est pour le coup un peu plus réussi. Donc c'est Edge of Tomorrow. Donc de Doug Liman qui nous avait proposé la mémoire dans la peau, Monsieur et Madame Smith, peut-être un peu moins bon Jumper qui était un peu raté pour le coup, et Fair Game dans un autre registre. Donc avec Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton et Brendan Gleeson pour ne citer que. Donc un film pour le coup SF, aventure, un peu comédie. Qui dans le principe rappelait finalement Un jour sans fin, hein, c'est-à-dire le fameux film du jour de la marmotte de Harold Ramis avec Bill Murray et Andy McDowell, du coup porté côté SF, qui était tiré. Là, on a un côté plus désastreux et moins comique là, plus film d'action, mais qui tape dans le drame, hein, plutôt bien. Oui, voilà, ouais. Puis alors, à savoir, Clément, c'est que Edge of Tomorrow, c'est une adaptation d'un roman de science-fiction japonais écrit par Hiroshi Sakurazaka, excusez-moi sur la prononciation. Donc voilà, All You Need Is Kill. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est de tuer. J'ai lu le livre il y a 3 ans environ. Je me souviens, j'avais trouvé ça bien sympa. Et j'avais lu après sur le web que ça allait être adapté avec Tom Cruise. Désastre tout de suite. Ça m'avait bien fait chier parce que normalement le personnage principal était japonais, la fille était anglaise. Et puis si c'est un film Tom Cruise, ça va être un peu plus basique, film d'action. Et voilà, en fait, je me suis bien trompé. Le film était vraiment très amusant, vachement bien écrit. Encore une fois, on replonge, je trouvais, moi, dans les années 80, où les films de science-fiction se lâchaient complètement, nous proposaient vraiment une grande aventure. Les personnages sont hyper bien développés. Le personnage joué par Emily Blunt de Rita est quand même...
On Moi, retrouve aussi un Tom Cruise qui joue les rôles qui lui vont bien, et c'est les rôles du début de sa carrière. C'est les rôles un peu de comment dire, de rapace, de sale con, tu vois. C'est Oui, voilà. les genres de mecs qui sont, c'est pas des héros en fait. C'est tout le Oui, contraire. c'était des anti-héros, exactement, ouais. C'est De toute des façon, anti-héros, les mecs qui fuient le danger comme c'est pas permis, ils veulent pas du tout c'est s'en ça, mêler. ouais. Et là, on a vraiment une arc d'évolution de personnage qui est très intéressante. Tom Cruise évolue au fur et à mesure du film, commence à comprendre son destin et ce qu'il peut apporter pour les êtres humains. Hein. Et c'est là où ça devient intéressant. Moi, je trouve quand même qu'il devient trop rapidement le super-héros, le mec qui est prêt à se sacrifier pour la fille et le monde. Mais quand même, ça reste un excellent film, Oui, et je trouve que c'est ça, vrai que on retrouve... le développement est rapide et puis il tombe pas dans le, tu vois, le déjà vu permanent. Ouais. C'est-à-dire que. Mais bon, moi je trouve que je chipote un petit peu parce que ça fait quand même plaisir de revoir un Tom Cruise, voilà, en sale con, quoi. Il le fait tellement bien et ça lui va bien en fait. Je dis pas ça pour être méchant, hein. Et c'est juste qu'il sait très bien jouer ces rôles-là. Il jouait toujours ces rôles de mecs, tu vois, qui étaient des peine-cul, quoi. Dans Edge of Tomorrow, c'est vrai que tu t'attends pas au début à ce que ce soit pur froussard. Parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans ces rôles-là et ça fait vraiment plaisir. En fait, il le fait bien, c'est ça le truc, il le fait très bien et on s'attache sur lui indirectement, quoi. Tellement qu'il nous énerve, il est agaçant, mais en même temps, on est curieux de savoir ce qui va se passer avec lui. Techniquement, le film est quand même superbe. On a d'excellent. L'écriture, le scénario, ouais, est très bien écrit même. C'est une histoire assez complexe. Ouais, hein. Non, mais c'est sûr, mais même la manière dont c'est filmé, le débarquement sur la plage, c'est impressionnant. Ça bouge de partout. Non, mais c'est sûr, le film a été tourné sur une fausse plage débarquement avec un fond vert. Et mais il y a ça quand même grouille, toutes quoi, ces... Ouais, il y a énormément de choses qui se passent en arrière-plan, mais il y a aussi ces armures corporelles qu'ils ont, qui sont quand même des armures qui ont été créées pour le film, et puis après voilà, qui sont il y a du motion design par-dessus. Ouais, exactement, ces exosquelettes, et puis après il y a du compositing par-dessus ces armures qu'ils portent, et le tout est très bien intégré, quoi. On sent vraiment une matière, on sent en fait voilà, on revient un peu à ces bases, où on oublie un peu la 3D, même s'il y en a quand même à l'abondance dans ce film, mais tout ce qui est utilisé par les personnages souvent n'est pas en 3D. C'est pas du CGI, on est vraiment dans la matière qui a été créée par un studio de props. Et ça donne du poids aux acteurs, et puis ça permet même aux acteurs d'incarner mieux leur rôle. D'où je trouve le succès dans ce film. Pourquoi ça a bien marché, c'est toutes ces petites choses qui ont aidé aux acteurs de bien intégrer leur personnage, de bien comprendre leur scénario, leur motivation, et puis à la fin ça nous fait un super film de science-fiction. Ouais, très réussi. Là, on est dans un excellent blockbuster. Même s'il n'était pas sorti pendant l'été, ça aurait été un super film. Oui, mais l'effet blockbuster le propulse encore plus en avant, mais non, ça reste un très bon film de SF. Alors, en tout cas, celui-là, on voulait vraiment, il sort en Blu-ray à la fin du mois. On vous conseille vivement celui-là. On le recommande, ça c'est sûr. Pour rester dans les films d'action, mais ce coup-ci plus bourré, on va parler des Expendables, qui donc on a eu droit à un 3e épisode, ce coup-ci réalisé par Patrick Hughes, qui avait fait Red Hill, avec toujours le même casting énorme. Cette fois-ci, on retrouve Harrison Ford, Mel Gibson, et puis surtout Wesley Snipes. Alors bon, pour le coup, moi j'ai trouvé personnellement un peu raté. Alors peut-être Xavier, tu vas nous en parler, puis on va en débattre. Écoute Clément, les Expendables 3, Stallone, comme il sait toujours bien faire ces dernières années, c'est de nous produire des films d'action à l'abondance, où on se marre, on va bien s'éclater, comme on adore dire, moi je déteste ce terme, c'est on décroche notre cerveau. Je suis pas d'accord, je trouve qu'on peut garder son cerveau, rester intelligent et toujours regarder quelque chose de bien délirant. Mais bref, c'est un film assez amusant, c'est sympa, c'est marrant ça, mais on a quand même un Mel Gibson, qui est quand même assez un enfoiré ces temps-ci, à Hollywood. Je dis pas l'acteur lui-même, hein. Et là, c'est marrant, mais il nous joue un antagoniste qui, je trouve, a sa valeur de ce qu'on peut lire dans les magazines People, quoi. C'est vraiment une ordure, et ça marche. En fait, je me retrouve à vraiment détester un ennemi, comme j'avais pas ressenti auparavant dans des films d'action. Je veux dire, le deuxième où c'était Jean-Claude Van Damme, moi j'adore Jean-Claude Van Damme, je peux pas le détester, quoi. Ça me fait chier même que ça soit l'ennemi du film. Mais ouais, c'est vraiment sympa. Donc le film prend, moi je trouve, un peu trop de temps à se lancer. Contrairement au premier ou au deuxième, au Expendables où ça va très vite, on a tout de suite des scènes d'action, tout est mis en place rapidement. Ce troisième prend un peu plus son temps, il y a quand même sa dose de scènes d'action, mais je trouve qu'il prend son temps à Stallone de se lancer. Bon, il y a un côté un peu plus grave dans le scénario où ils sont prêts à arrêter de bosser dans leur société de mercenaires, mais voilà, il joue un peu plus sur ce côté on devient vieux.
On n'a plus trop la force de faire ce qu'on est en train de faire. Et tu sens en fait cette réalité qui est dit dans le film, qui est un peu aussi dans leur vie à eux, de ces acteurs. Ils adorent jouer ces personnages-là, mais en même temps, tu vois, ils commencent à être vieux, quoi. Et tu sens qu'il va falloir laisser place aux nouveaux. Et ce truc-là est carrément mis dans le film, où tout le monde, Stallone décide, on est trop vieux, c'est bon, j'ai plus envie qu'on se voit mourir dans le feu de l'action, et il embauche des jeunes. Et après, rebolote, on a l'effet Expendables, c'est fuck tout ça. Non, on est vieux, mais on peut toujours tout défoncer, et on va aller sauver les jeunes. Le truc, c'est que je pense que ce troisième volet se rapproche un peu plus du premier, mais moi je trouve qu'ils sont un peu passés à côté parce qu'il y a beaucoup trop de personnages, trop de personnages sous-utilisés surtout. Mais en fait, c'est ça, c'est leur formule à ces films. C'est de mettre toujours des castings incroyables. Le problème, c'est que quand t'en mets trop, voilà, ça t'abîme le truc. Il faut savoir bien doser. Et dans ce troisième, je trouve que là, ils savent plus s'arrêter. Et c'est ça. C'est complexe, mais je sais plus du tout qui est dans ce film. Le seul, moi, que je trouve hyper bien développé, c'est Wesley Snipes. Alors Wesley Snipes, ouais, super. Il y a toute cette scène d'action avec le train au début. Moi, tu vois, le personnage que j'aime le plus, et il y a pas mal de séquences, pas d'action, mais tout le contraire, des séquences vraiment de développement de personnages. C'est Antonio Banderas. Ouais, c'est vrai qu'il... Antonio Banderas joue un peu le relou du groupe, le mec, tu vois, qui s'arrête jamais de causer, qui est toujours obligé de faire la conversation, de parler de sujets tout débiles, mais voilà, ça devient le personnage comique du film. Et il y a pas mal de séquences où c'est que lui et Stallone qui sont ensemble, qui discutent, et moi je trouve ça excellent. Je suis voilà ce que j'ai envie de voir. Je sais que c'est des bourrins, je connais des personnalités de ce film, comme la personnalité de Dolph Lundgren, Stallone et Jason Statham, et puis voilà, et là on a un nouveau personnage qui vient d'arriver et on le développe un peu plus davantage, et c'est Antonio Banderas, c'est comme tu disais Wesley Snipes. Mais voilà, c'est ça cette différence, c'est pourquoi on a moins de scènes d'action, c'est parce qu'on va développer plus ces personnages, et je suis pas contre, moi je trouve ça bien amusant. Moi, ce que je trouve dommage, voilà, c'est de proposer une version cinéma PG-13, et du coup, ça se fait souvent maintenant, ça, en DVD, en Blu-ray, il y a la version R, qui sera peut-être un peu plus intéressante, mais bon. Un film qui a carrément fait ça, ça date, mais c'était Hansel et Gretel avec Jeremy Renner, et j'ai oublié le nom de l'actrice. Et Gemma Arterton. Merci, Gemma Arterton. Et le film sorti en salle était PG-13, mais la version DVD, mais putain, mais c'est violent, quoi. Il y a du sang qui explose partout. Qui m'avait surpris, mais ce qui est très amusant parce que ça nous donne ce côté un peu absurde, tu vois, du film qui rend la chose comique, un peu comme un Evil Dead 2. Pour ressauter sur Expendables 3, en effet, le PG-13, mais ça, moi je me le dis trop souvent ces temps-ci, mais le PG-13 pour moi c'est quelque chose qui abîme les films ces temps-ci. C'est tellement une norme parce que les producteurs veulent vendre le film, comme je disais plus tôt, c'est au plus le plus de masse de public, tous les dénominateurs, ils veulent vendre aux hommes, aux femmes de tous les âges, aux enfants, aux ados. Donc le PG-13 tout de suite, comme ça ils peuvent vendre le max de tickets. Le problème c'est que tu généralises ton film, t'en fais quelque chose de plat parce que t'es obligé d'éliminer, tu vois comment dire, les valeurs qui ont été ajoutées par les scénaristes, les écrivains. Quand je dis les valeurs, c'est quand tu fais un film d'action, il va avoir du sang et tu vas avoir de la violence. Et la violence, elle peut être écrite d'une façon à donner vraiment un impact sur certaines séquences, comme quand l'antagoniste et le protagoniste font leur combat de fin. C'est important d'avoir cette violence. C'est important de montrer à quel point ils se détestent. Mais le PG-13, tu vois, abîme tout ça. C'est une sorte de filtre. C'est un filtre qui abîme les films, quoi. Et je sais que beaucoup d'acteurs et réalisateurs souffrent de ça, mais c'est la production qui a le dernier mot là-dessus. Et ce que font les réalisateurs avec les scénaristes, c'est qu'ils voient comment ils peuvent adapter. Et ils sont obligés de réécrire, et après ils essayent d'esquiver. Il y a une séquence où ça se voit d'ailleurs dans le film, mais vraiment trop, tu vois, tu sens qu'il y a eu là une coupure, un massacre, c'est justement dans une séquence avec Wesley Snipes qui flingue un gars, je crois, à coup de sniper, tu vois, qui tire, tu vois la coupure, quoi, et tu te dis, mais c'est débile de faire ça, quoi. Écoute, je me souviens pas du moment, mais je suis pas étonné, en fait, que tu me dises ça. C'est sûr et certain, et c'est de plus en plus, il y a beaucoup de films qui souffrent à cause de ça, et le PG-13, on le voit beaucoup plus en impact dans les comédies. Parce que dans les comédies, qu'est-ce qu'il y a ces temps-ci? Quand on va dans les comédies romantiques, on utilise pas mal de dialogues un peu pornographiques. Tu vois, des trucs genre le mec qui va dire à la nana, j'ai envie de te défoncer. Tu vois, le PG-13, tu ne peux pas parler comme ça. Tu peux pas écrire des lignes de dialogue. Des règles très strictes aux États-Unis, ouais. Exactement. Mais qu'est-ce qu'ils font? Le PG-13 t'autorise de le dire autrement. Par exemple, je vais lui ouvrir sa porte de derrière. Et puis je vais rentrer avec mon, je sais pas quoi, quel mot tu peux utiliser pour sa bite, mais tout ça c'est que t'es en train de déformer, tu es indirect,
et le PG-13 ne le voit pas, donc c'est autorisé. Donc ce que t'es en train de faire, c'est que ton langage vulgaire, t'es en train de le rendre enfantin, mais t'en fais quelque chose d'encore plus vulgaire et atroce. Donc ta comédie romantique devient quelque chose de comme les American Pie. C'est un des exemples qu'on a du PG-13 qui abîme, et ça, voilà, tu vois, sa façon de changer et de modifier pas mal de choses, que ce soit dans les films d'action, des comédies, des drames. C'est pénible, hein, mais ça, c'est ce qui se passe ces temps-ci dans les studios. À mon avis, il a fait un raté complètement avec une baston finale qui est pas du tout épique. Enfin voilà quoi. C'est dommage quoi. Quand t'as un personnage comme Mel Gibson, t'essaies quand même de faire une fin un peu. Attends, t'as Riggs de l'Arme Fatale quoi. Ouais. Riggs qui se bat avec un mec sur la pelouse de Murtaugh quoi, avec des voitures à l'envers dans le décor, et de la pluie à abondance. Et puis voilà, t'as le mec qui est pieds nus, mains nues. Enfin, qu'est-ce que je raconte, je me le répète. T'as un mec qui est pieds nus et qui est en train de se battre sans son flingue contre un autre gars, quoi. Je veux dire, il y a toute cette ambiance de Mel Gibson, dans les années 80, tu vois, qui avait démontré que c'était un personnage violent, qui peut vraiment être très important à l'écran, dans un film d'action, et tout ça, c'est un peu zappé. Alors, peut-être parce qu'il est plus âgé, j'en sais rien, hein, mais... il y a quand même quelque chose de différent. Je pense pas que si c'était lui qui avait fait ce type de film, il aurait pas... Enfin, il fait plus ça maintenant, Mel Gibson. Oui, lui, il est plus, ses derniers films, c'est quand même plein de films qui sont anti-gouvernement américain, tu vois, qui racontent un peu la vérité de ce qui se passe derrière nos politiciens. Donc, en film d'action, un peu. En film dramatique. Bon, il a toujours été revendicatif, hein. C'est pas nouveau dans sa filmographie, de toute façon, c'est que des films un peu engagés, politiquement parlant. Ouais, bien sûr. Mais son époque de Jésus-Christ, Apocalypto, voilà, c'est fini. Maintenant, il est plus dans cette époque journalisme, en fait. Mais journaliste, film d'action. Mais ouais, non, écoute, c'est sûr que Expendables 3, voilà, moi j'ai trouvé quand même assez divertissant, malgré que voilà, ça aurait pu tellement être quelque chose d'autre. Par contre, tu vois, Clément, ce que j'aimerais bien voir, moi, de ces films Expendables 1, 2 et 3, c'est des making-of. Comme Peter Jackson a fait pour ses Seigneurs des Anneaux, ces énormes making-of de 2 heures, 2 heures et demie. Ouais. Moi, ça m'intéresserait de voir tous ces acteurs. Se marrer, quoi. C'est des acteurs qui ont bercé notre préadolescence, notre enfance, avec tous ces films d'action auxquels on a grandi avec, qui se retrouvent tous réunis ensemble. Mais moi, j'ai envie de les voir dans la salle de pause ou pendant les répétitions, ou comment ça se passe avec Stallone. Tu vois, j'ai envie de voir comment ça se passe. Comment est-ce que lui, la naissance de ces films, parce que ça a toujours été un délire pendant des années. Imagine Stallone et Schwarzenegger en train de tout défoncer ensemble. Ouais. Moi, ça m'intéresserait de voir ces making-of-là, comment ça se passe en production, les conflits, la façon dont ils remédient à des problèmes qui arrivent tous les jours sur les tournages, parce que c'est quand même toute une génération de films, d'acteurs de films d'action, quoi, qui se retrouvent ensemble. Ouais, bon, peut-être qu'avec l'âge aussi, parce qu'il faut dire ce qui est, Stallone, il a quand même une période où je pense qu'Hollywood le détestait. Ça, ouais. Charles Jus, quand il a fait Dredd, Mais écoute, on va passer à une production moyenne production plutôt. On va parler de Get On Up de Tate Taylor, qui avait réalisé un excellent film que je vous conseille absolument de voir, qui est La couleur des sentiments, qui est une adaptation du bouquin éponyme, qui est formidable, hein, sur la vie de servants noirs aux États-Unis dans les années 50-60. Dans le Tennessee, c'est vraiment un film formidable, hein, vous voyez absolument, quoi. Non, c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Hein. Voilà. Et donc là, il part sur un autre registre qui est donc une biographie. Donc vas-y Xavier, je vais te laisser en parler. Alors juste un petit truc avant qu'on se met à parler du film, c'était plus au côté technique. Le chef-op, la cinématographie était fait par Stephen Goldblatt. C'est un mec, je trouve, un de ces chefs opérateurs aujourd'hui dans le cinéma qui a un talent vraiment impressionnant. Il y a quelque chose de vraiment esthétique au point de vue de sa lumière, une façon de gérer, de pas trop en faire, de pas trop booster, tu vois, sur l'émotion, le drame. J'aime beaucoup. Alors c'est marrant parce que quand on regarde sa filmographie, hein, le boulot sur lequel il a bossé, on vient d'en parler à l'instant, mais c'était, je crois que c'était un des chefs-op dans comment ça s'appelle, Lethal Weapon, c'est l'Arme Fatale, et Batman Forever. Alors attention, Batman Forever, on pourra critiquer une autre fois, mais par contre la lumière était carrément ce que cherchait à faire à l'époque Schumacher, qui était de représenter Batman la série télé des années 60. Ouais. Ce côté complètement loufoque. Enfin voilà, juste pour dire que moi j'ai trouvé le boulot de cinématographie était vraiment excellent. Alors Get On Up, c'est le film qui raconte l'histoire de James Brown, l'histoire du parrain de la soul.
C'est un film au montage qui est découpé où on saute du présent au passé à certains moments clés pour mieux comprendre l'évolution du personnage de James Brown, hein, pourquoi il est affecté de cette façon-là. Donc voilà, on se retrouve à voyager dans le film du plutôt de son enfance hein, à sa jeunesse qui était assez difficile, son adolescence où il trouve justement son don, son talent qu'il veut exercer. Bien sûr, c'est une époque en Amérique où le racisme était encore très fort, surtout James Brown qui a vécu dans les États du Sud. Et moi j'ai adoré ce film, vraiment superbe, émotionnellement puissant. C'est un film qui ne met pas James Brown aussi en tant que star idole. Le film n'hésite pas aussi à montrer son côté son mauvais en fait, parce que personne n'est parfait dans le monde, mais le film n'hésite pas à nous le montrer à quel point il avait quand même un ego très pénible pour son orchestre à bosser avec lui. Son côté où il était quand même très difficile avec les femmes qui s'étaient mariées ou il sortait avec. Mais voilà, n'hésite pas à nous montrer aussi que c'était quelqu'un qui persévérait et c'est comme ça qu'il en est devenu justement une icône de la musique. La bande son, je crois qu'on peut le deviner à l'avance, elle est excellente, mais après toutes les compositions musicales pour le film sont vraiment sympas. Moi j'aime beaucoup ces films qui sont coupés, tu vois, on n'hésite pas à retourner un peu en enfance pour mieux comprendre ce que l'on vient de voir, mais le film aussi joue sur cet aspect-là où James Brown, on développe, on est dans sa psychologie. Donc James Brown va se croiser gamin et va avoir ces petits moments en fait de révélation de qui il est, de ce qu'il est devenu. C'est un film sur un artiste musical, et c'est un film vraiment qui n'hésite pas à nous en jeter à la gueule sur le point de vue du drame et de la réussite. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Et Clément, si je peux me permettre, je voudrais qu'on parle tout de suite, immédiatement, d'un autre film qui est sorti, qui raconte un peu, encore une fois, l'histoire d'autres artistes, qui est sorti à peu près à la même époque au cinéma. C'est donc le dernier film de Clint Eastwood, qui est Jersey Boys. Jersey Boys de Clint Eastwood avec Christopher Walken, John Lloyd Young, entre autres, qui raconte la vie de Frankie Valli. C'est ça. Alors Frankie Valli qui est très connu en France, Claude François a fait une de ses reprises, hein, qui est Ce soirée-là. Ouais, alors il y a effectivement, ils se sont un peu inspirés tous les deux en fait. Ouais. Pour donc le film de Clint Eastwood, les Jersey Boys. À savoir aussi pour nos éditeurs français, c'est que Jersey Boys, c'est une très grande pièce de Broadway ici en Amérique qui existe toujours à New York, à Manhattan, qui se balade aussi dans d'autres grandes villes de l'Amérique. Et ce film, justement, c'est pas l'adaptation d'un roman qui raconte l'histoire d'un des artistes du groupe, mais c'est vraiment l'adaptation de la pièce de Broadway. Je trouve que soit ce film en souffre, ou soit Clint Eastwood, je sais pas, perd sa valeur en tant que réalisateur, ce que je souhaite pas, mais j'ai trouvé le film complètement mou. Pour moi, c'est un film, c'est dommage parce qu'on a une superbe histoire. Et tout le point de vue technique, les acteurs, enfin tout ce qui est le scénario qui est écrit est vraiment, mais ça manque très complètement d'émotion. Hein. Ça s'explique très facilement. Donc en fait, si tu veux, donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça raconte l'histoire finalement donc de Frankie Valli, mais surtout de son groupe The Four Seasons. Il faut savoir que Frankie Valli est producteur du film. Donc si tu veux, en fait, Frankie Valli a voulu faire un film sur lui. Il s'est payé Clint Eastwood. Clint Eastwood a dit peut-être oui par amitié. Voilà. Et en fait Clint Eastwood ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui réalise, tu vois, bon. Alors il y a est-ce que tu veux dire en fait qu'il y a un côté prix personnel à se montrer une bonne image de soi? Ben là si tu veux je pense que c'est Clint Eastwood version Yes Man quoi. Voilà. Ouais, alors, parce que le film mais attends, mais il y a tout un point de vue technique. Comme ça. Toutes les pièces qui sont en train de jouer sur scène, c'est des caméras sur trépied qui bougent pas. C'est fixe. Mais... ça manque d'attitude, c'est que des plans larges. Et écoute, après, c'est pour ça que je voulais comparer avec James Brown, avec Get On Up, où on a toutes ces émotions. On a même des moments où on coupe le son et on sent l'impulsion cardiaque de James Brown et on sent en fait ce stress qu'il a de jouer sur scène. Bon, tout ça qui est en lien par rapport à ce qui se développe dans l'histoire, dans le scénario. Mais voilà, il y a une valeur où on est pris beaucoup plus dans l'intention du personnage, contrairement à Jersey Boys. Mais au bout d'un moment, moi, je regarde les films avec ma femme, je m'entends vers elle, je me dis mais c'est dingue là, il se passe que dalle. Ouais, c'est nul. J'ai l'impression qu'on voit un clip vidéo. C'est ça, c'est un film très long, il y a des séquences qui sont
Alors quand on long avec raconte des- l'histoire de quelqu'un, je trouve que c'est très mauvais d'avoir en producteur exécutif la personne lui-même. Parce Ah que oui, t'as envie non, de voir mais le côté dramatique, c'est c'est- tout le monde. T'as envie de voir comment dire, le yin et le yang de la personne, autant qu'il soit c'est bon, ça. qu'il soit mauvais. Et le problème dans ce film de Jersey Boys, c'est qu'il y a pas beaucoup de mauvais en fait. Il y en a un petit peu, mais il est gentillet, tu vois, tout se passe bien. Oui, ça bien se sûr, non. recoue. Non, mais c'est un film qui va dans le sens C'est quand même l'histoire d'un de père ce que- qui perd sa fille et on le sent pas du tout cette émotion-là. Quoi. On le sent dans 2 séquences où on dramatise la chose, mais après c'est bon, on balaye le plancher, c'est fait. Ouais. On a dramatisé pendant que le film de James Brown parle du fait que il avait d'énormes problèmes avec ses parents. Je veux dire, il avait un père qui osait pas carrément tirer au revolver sur sa femme. Lui foutre des pains à la gueule, tu vois, c'est quelque chose d'horrible, quoi, de frapper sa femme devant son enfant, et en même temps sa mère qui l'abandonne et qui vient le reprendre, tu vois, d'un jour à l'autre et qui le reprend dans ses bras. Il y a vraiment cette enfance complètement foutue et qui développe le personnage de James Brown et qui exprime bien, et on se rend compte de la force qu'avait ce personnage. On comprend son émotion à persévérer, et justement que quand quelqu'un n'arrive pas à son niveau, de le virer du groupe. Tu vois, c'est soit je vais au top, ou sinon à quoi ça sert que je me batte et que j'entraîne quelqu'un qui a pas la même motivation que moi. Et Ouais. Jersey Boys, on n'arrive même pas à ce niveau psychologique là. Non, bah ouais, alors, je Jersey dirais Boys, pas j'ai qu'il est raté, mais c'est- c'est un l'encéphalogramme plat, quoi. Ah, moi je trouve C'est-à-dire que pour un film Clint Eastwood, c'est raté. Ouais. Là, moi je trouve qu'on est dans un téléfilm de la chaîne Hallmark, quelque chose comme ça. Pour moi, oui, c'est mais un téléfilm. c'est sûr que c'est pas, c'est vraiment les biopics comme on les faisait il y a 20 ans, quoi. Exactement, c'est ça. Et c'était vraiment, parce que quand je vais au cinéma, j'ai eu la chance de voir la pièce à Broadway. Et là, pareil, quoi, il y a une mise en scène sur la lumière, sur les décors, les acteurs. C'est une pièce où il y a pas mal de gros mots. Tu vois, c'est une pièce quand même en Amérique qui est pour les 21 ans et plus, bon, pour les règles et les standards de censure américaine. Mais voilà, c'est une pièce de Broadway qui est excellente. Et là, le film, il est mais tout naze, quoi, contrairement à cette pièce de Broadway. Et c'est quand même Clint Eastwood. Et Clint Eastwood sait comment faire du... Ouais, mais je pense que je te dis, par amitié, il a dû vouloir faire ça, dire oui, ok, on fait comme ça, puis voilà, vraiment, voilà. Ah là, t'es vraiment dans le yes man, là, c'est... Ouais. Mais autant pas prendre Clint Eastwood dans ce cas-là, c'est débile. Ben oui, mais bon, il voulait avoir quelqu'un à l'affiche, ça, Clint Eastwood, c'est une dans marque. Ce cas-là, hein, autant donner de l'argent à Clint Eastwood pour mettre son nom sur l'affiche. Clint Eastwood, on le retrouvera avec American Sniper l'année prochaine. Les premières images sont intenses, donc moi je pense pas que Clint Eastwood soit dépassé du tout. Simplement, bon là, je pense qu'il a fait vraiment, voilà, par amitié, il voulait faire un truc, il a dit ok, je le fais. En tout cas, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a 0 Clint Eastwood dans ce film. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on ça aurait pu être quelqu'un d'autre, effectivement. Ah, complètement. Hein. C'est pour ça que je voulais amener ce film, Clément, à comparer avec Get On Up sur 2 films qui parlent justement de musique. Et la différence est incroyable entre les deux, quoi. Alors je sais que c'est pas le même univers. Les Jersey Boys, c'est plus de la musique comme Frank Sinatra et compagnie. Pendant que James Brown, voilà, c'est de la soul. C'est 2 univers différents, mais on est quand même dans le cinéma. Et c'est différentes façons de faire des films. Et là, quand on a un qui te donne tellement d'émotions et un autre qui peine à te donner de l'émotion, crains quand même. C'est sûr que c'était un peu déceptif. Bon, en Get On Up, par contre, du coup, à voir, quoi. Autre film intéressant musical, on en parle vite fait, hein, pas besoin de développer beaucoup, mais j'ai bien aimé New York Melody de John Carney avec Keira Knightley et Mark Ruffalo, qui était pas bon. C'est pas un grand film, hein, mais franchement, c'est un feel good movie. On passe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Keira Knightley au cinéma. Qu'est-ce que ça donne avec ça? Non, mais elle chante très bien, ça je peux te le dire. Elle chante Super. très bien. On retrouve également Adam Levine, donc le chanteur des Maroon 5 dans le film. On passe un très bon moment. C'est un petit film sympa à voir. Donc voilà, pour boucler la boucle des films musicaux sortis cet été. Sympa. Comme dirait Clint Eastwood, on a le bon, la brute et le truand là dans les 3 films. Ouais, un peu ça. Ouais. Voilà. Pour repartir sur un film un peu plus violent, j'aimerais quand même qu'on parle un peu de The Raid 2 parce que pour le coup The Raid 2 c'était vraiment, je pense. Ah, c'est la patate de l'année là. Ouais. C'est comme le titrage du film. C'est quelqu'un qui te tape sur l'épaule, tu te tournes et tu te prends une mandale dans la gueule, tu sais pas pourquoi, tu vois plus la personne, c'est pas ce qui s'est passé. Pour moi, Voilà. ce film, c'était la même émotion, sauf que au lieu de prix de surprise, on est pris de joie. De Gareth Evans. Alors, je pense que The Raid 2, c'est ce qu'aurait dû être en fait The Raid. C'est ce qu'aurait voulu que le réalisateur soit The Raid en fait, mais comme à l'époque il avait pas les moyens, il voulait absolument Ah, tu faire ses trouves? preuves. Ouais. Ah oui, moi je pense qu'il voulait faire ses preuves. Il s'est dit Ok. je vais faire. Ouais, et donc comme il avait pas les moyens, il a fait un C'est quoi, huis c'est clos. le syndrome Sam Raimi, c'est ça?
peut-être pas Sam Raimi, mais je pense qu'à mon je avis... dis pas la réalisation, je dis juste au fait de reprendre son film et d'en faire vraiment ce qu'il voulait faire. Ben, à mon avis, c'est ça, parce que tu vois, bon, The Raid, c'est un budget de 1 100 000 $, autant te dire que c'est que dalle, quoi. C'est rien du tout, c'est l'argent de poche pour Hollywood, ça. Et donc, forcément, c'est pour ça qu'il l'a fait en huis clos, à mon avis, dans un petit studio vite fait, bon, voilà. Je crois qu'un million, ça doit être le budget du brunch pour tous les jours de tournage, quoi. C'est ça, c'est même pas le budget de la comédie française de base, quoi, donc... Non mais voilà, et pourtant bon, le spectacle était pas mal. Alors forcément, t'es dans un huis clos, donc tout le monde a peut-être pas nécessairement apprécié, mais il a montré ses talents de réalisateur, puis vraiment de faire des scènes poussées. Moi, puis ça a révélé aussi l'acteur principal, Iko Uwais, je crois qu'on dit c'est comme ça. Je pense qu'on va voir un peu plus de cette personne dans les années qui suivent. C'est ça. Mais de toute façon, on l'a déjà vu. Il va devenir international, je pense. On l'a déjà vu dans le film de Keanu Reeves, Man of Taichi. Donc The Raid 2, nouveau film avec un budget certainement bien plus conséquent. Surtout d'une durée extrêmement longue. Pour le coup, j'étais assez étonné, quoi. Et puis alors des chorégraphies ultra précises. Enfin, tu sens que c'est un film qui est fait vraiment avec précision, avec amour, tu vois. Tu sens que avec amour, c'est sûr. Tu sens qu'il y a vraiment. Ah ouais, mais il y a eu des coupures. De toute façon, au niveau des salaires des gens, des lieux de tournage, tu sens que. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été produites dans ce film par de l'aide, par des gens qui est juste de la pure volonté pour voir ce projet se réaliser, en fait. Voilà. Tellement que le premier était énorme, il y a une confiance qui a été donnée. Et pour ce petit budget, il y a des moments où je me dis, mais comment ils ont fait pour produire ça? C'est dingue, quoi. Là, on est loin, par contre, du PG-13, hein, pour le coup. Ah non, mais fuck. Là, c'est un film que tu dis bien, je t'emmerde ton PG-13. Là, c'est ça. En France, il était interdit au moins de 16 ans, donc bon. Enfin, je l'emmerde ton PG-13. Là, c'est clair et net que si ça vous manque de la violence, l'année dernière, on a eu, ou il y a 2 ans, on a eu le Judge Dredd, là. Enfin, Dredd 3D. Là, maintenant, on a le Raid 2. Et en plus, je sais pas si tu te souviens à l'époque, Clément, mais, Dredd et le Raid, The Raid avait quasiment le même scénario. Oui, puisqu'effectivement, et pourtant les deux films avaient été produits totalement. Enfin, alors fait chier qu'on n'ait pas un Dredd 2 là, ça c'est pénible. On a un Raid 2, ce qui est excellent. Mais je crois que c'est en train de se passer là. En train, voilà, exactement. Mais ils sont en train de, il y a un problème sur les financements. Donc ils ont besoin d'argent. Ouais, ils trouveront, ils finiront par faire du crowdfunding. Ouais. Parce que le film est bon. Le film est bon, je veux dire, ça ne peut être que positif pour l'équipe de production. Mais il y a surtout Karl Urban qui est à l'avant du mouvement pour produire Dredd 2. L'acteur est complètement investi à produire une suite, ce qui est excellent. Là, quand t'as les acteurs qui sont à l'avant, je pense que Karl Urban est prêt à couper sa paye pour jouer dans ce Dredd 2, vu qu'ils ont du mal financièrement. Mais ça, c'est beau, ça. C'est super. Ouais. Bon, en tout cas, pour en venir à The Raid 2, vraiment exceptionnel, quoi. Hein, des chorégraphies. Enfin, pour ceux qui aiment vraiment les films de baston. Pour ceux qui ont des amplis de fou, de dingue, home cinéma chez eux, là, c'est le film à se procurer pour s'en prendre plein les oreilles. Ouais, mais c'est clair qu'au niveau là, c'est l'orgasme auditif, là. Hein. Ouais, dans le genre, c'est vraiment super, quoi. Celui-là, il faut absolument le voir si vous aimez les arts martiaux. Et voilà, bon, bien sûr, il faut le voir VO sous-titré. Les bastons de flingue, les arts martiaux. L'indonésien, ça se double très mal. Hein. Ouais, non, un indonésien sous-titré, ça m'allait très très bien. Alors, avant de parler des Tortues Ninja, ce que je pense que tout le monde attend, Xavier, tu voulais nous parler d'un petit film indépendant, je crois. Voilà, je voulais en parler parce que ce film est sorti et quand je suis allé le voir au cinéma avec ma femme et un ami, et il y avait personne dans la salle, je crois qu'on était que 5 au total. Ce film s'appelle Tusk. C'est la dernière réalisation, la dernière production de Kevin Smith. Alors, si vous connaissez Kevin Smith, c'est un réalisateur qui a produit donc Clerks 2, qui a produit Chasing Amy. Bon, le plus connu international, c'est Dogma. Vous savez qu'on a Matt Damon et Ben Affleck qui sont des anges qui sont déchus sur Terre et qui remuent ménage pour amener l'apocalypse parce qu'ils en ont ras le cul d'être des anges, ils sont saoulés. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser, Xavier, que je pense qu'on fera une émission spéciale Kevin Smith parce que pour le coup, s'il te plaît, invite-moi parce que c'est un réalisateur exceptionnel. Complètement. Moi, j'adore. Tu sais que c'est le réalisateur qui est le plus détesté d'Hollywood. Hein, je veux dire, généralement. Mais je comprends pas. Je comprends pas parce que pour moi, c'est un gars qui, bon, alors il a pas fait que des bons films. Hein, Top Cops, par exemple. Oui, il a son époque en fait où il a commencé à faire des Yes Man d'Hollywood parce que justement, il se défiait. En fait, j'écoute son podcast qui produit toutes les 2 semaines. Et donc, je me souviens à l'époque, j'écoutais quand il parlait de
Cops, enfin le film avec Bruce Willis, c'est qu'il voulait voir ce qu'il valait, tu vois, à faire une de ses productions Yes Man. C'était un test. Le problème, c'est que le tournage s'est tellement mal passé qu'on l'a plus vu au cinéma pendant quelques années. Ouais. Et là, justement, il est revenu avec Tusk. Tusk est un film on a vu naître sur un podcast. C'est Kevin Smith avec son producteur Scott Mosier. Donc Scott Mosier et Kevin Smith qui discutent ensemble. Leur podcast est simple, ils parlent de tout et de rien. Et là, au bout d'un moment, ils parlent de l'histoire de et si un vieil homme au Canada cherchait des victimes pour les transformer en morses. Non, mais je suis d'accord avec toi, complètement dingue. Et en fait, tu entends Kevin Smith dans le podcast passer du délire à devenir sincère. Et qu'est-ce qui se passe 1 an et quelques plus tard ? Eh ben, on a le film qui est sorti au cinéma, Tusk. Alors Tusk, je crois que c'est la première fois que dans une salle de cinéma où je me retrouve à dire, pas fort, mais vraiment quasiment à me lever et à me dire « What the fuck ?» Qu'est-ce qui se passe, quoi, putain. Et plus, je t'admets que j'étais pas le seul. Par la suite. C'est incroyable parce que ouais, tu vois les acteurs qu'ils ont pris, tu prends Justin Long, quoi, qui est habitué de Alors, faire tu sais que Justin Long a pris énormément de risques pour être dans ce film, il a viré son agent. Mais parce que son agent lui dit, ne fais pas ce film, ça va ruiner ta carrière. Pas, ouais. Non, moi, je trouve que c'est tout le contraire. Le film est excellent. On a un acteur qu'on a retrouvé dans un film précédent, Red State, de Kevin Smith, qui s'appelle donc Michael Parks. Pour moi, Michael Parks, c'est un acteur caché d'Hollywood. C'est un mec qui pourrait choper des Oscars tellement qu'il est bon. Là, on voit Michael Parks qui joue un vieux fou, qui fait des cours d'anatomie pour découper des êtres humains et les foutre dans des costumes de morses. Le truc, c'est que il joue tellement bien que c'est flippant, quoi, parce que le film est débile, on est d'accord. Sauf qu'il le fait sur un côté, mais c'est du genre de personnage loufoque qu'on voit dans Orange Mécanique. Et c'est complètement dingue. Et alors, je dis bien le genre de personnage, je dis pas le film, hein. Attention. Mais moi là, je voulais juste parler de Tusk. Moi, j'ai trouvé que c'était complètement dingue. Ah oui, ce que je voulais dire, Clément, c'est quand j'ai dit what the fuck dans la salle, j'étais pas le seul. On était peu, on était que 5, mais je crois que tous les 5 ont dit clairement what's going on, qu'est-ce qui se passe, what the fuck. Il y a des moments dans le film où tu te dis mais c'est pas possible. Et en fait, c'est là où je vois de l'innovation. C'est des choses que je vois jamais à Hollywood. Alors peut-être que je les vois jamais parce que c'est trop naze, parce que c'est pourri, parce que c'est un concept débile. C'est surtout parce que c'est Kevin Smith. Enfin, moi, sa filmographie. Mais c'est ça. Moi, je vois quelque chose. Kevin Smith n'aime pas trop ce qu'on voit ces temps-ci à Hollywood. Il aime bien tous ces films où on se délire, mais en fait, il voit surtout ce qu'on se disait tout à l'heure, comme les Expendables, c'est le PG-13, des choses qui abîment le cinéma et qui le rend banal. Et là, si vous voulez voir quelque chose, un film d'horreur, un film de suspense horreur, qui n'est pas du tout banal. Mais voilà, il y a beaucoup de films qui ressemblent à ce que ça. Mais bon, là, Tusk a sa particularité d'être quand même. Il y a comment dire, il y a quelque chose qui casse les barrières de la routine dans le cinéma. Ouais. Tusk a été produit pour la modique somme de 3 500 000 $, ce qui est pareil que dalle, quoi. Et là, on a quand même Justin Long, qui est un acteur assez connu, hein. Oui. Donc on a des super acteurs aussi. On a le retour de Haley Joel Osment. Haley Joel Osment, c'est l'acteur qui jouait le gamin dans Sixième Sens. Non, oui, exact. Mais on l'a pas vu depuis un bail, et là on le voit dans ce film. Mais pareil, on a aussi, attention, Johnny Depp qui joue un détective québécois du nom de Guy Lapointe. Et là, mais j'adore le rôle de Guy Lapointe. Enfin, le personnage de Guy Lapointe, Johnny Depp s'éclate, se lâche dans ce film de Kevin Smith. Et nous propose vraiment un personnage complètement absurde dans un film qui essaye de dramatiser au max l'horreur qui est en train de se passer à l'écran. La chose excellente, c'est que Johnny Depp, dans ce film, pour jouer ce rôle, a une prothèse nasale. Donc il a ce faux nez qui est complètement créé. Je te jure qu'il y a une veine tellement bleue sur le côté qu'on dirait une bite. Et j'écoutais les podcasts où Kevin Smith parlait de la production avec Johnny Depp. Et au bout d'un moment, il y a Johnny Depp qui dit « Kevin, attends, regarde, mon nez, on dirait une bite. » Et Kevin Smith lui dit oh merde, tu veux qu'on l'enlève? Et Johnny Depp lui répond non, garde-le, c'est excellent. Et tu vois, il y a tout bon, et après les podcasts racontent l'envers du décor, tout ce qu'il y a. Mais voilà, bon, je vais pas m'attarder un peu plus dessus, mais moi ça m'a fait du bien de voir un film complètement disjoncté, un film d'horreur complètement cinglé, quoi. Et pourtant qui est vraiment bien filmé. Il y a des dialogues qui sont vraiment intéressants, et il y a surtout ce Michael Parks qui vaut le coup d'être vu en tant que vieux fou ermite qui fait des abominations d'anatomie sur les êtres humains, quoi. Vraiment excellent.
Ouais. Donc voilà, Bon. Clément, je te le conseille vivement aussi. Mais alors c'est vrai que chez nous, si tu veux, il n'est pas encore sorti, il n'est pas prévu d'être sorti au cinéma, donc je pense qu'il a pas Il trouvé sort bientôt. Il est d'importateur. sorti il y a 2 semaines en Ouais, Russie. mais Il arrive bientôt en Europe. C'est Sony qui le diffuse en Europe. Il a pas trouvé d'importateur, je crois, en France, à mon avis, ça Non, mais risque le film- d'être en direct ou DVD, mais bon. Ouais, le film a pas bien marché, hélas. Je crois que il a même pas touché 1 million en box-office le week-end d'ouverture. C'est sûr, bon, Kevin Je crois Smith, qu'il à mon était à avis, 850 000 là, il a dollars. fait un film pour se faire plaisir, hein, Mais il l'avoue. Et en fait, je me souviens d'écouter son podcast du lendemain du box-office. Il disait qu'il était un peu triste, ça le fait chier, mais il disait aussi que ça le dérange pas parce que Ouais, en il a fait, pas fait pour ça. il a prouvé aux gens que si vous voulez faire du cinéma, que si vous voulez être réalisateur, tout ce qui vous prend, c'est des amis ou des professionnels, des petits moyens pour produire et que vous pouvez réaliser quelque chose à l'écran. C'est aussi, ce film, ça peut être vu aussi comme un cours si vous voulez être réalisateur. Regardez ce qu'est capable quelqu'un de faire. Et là, c'est que Kevin Smith n'utilise pas autant ses ficelles pour produire quelque chose. Normalement, Kevin Smith, c'est toujours avec les frères de Miramax et les Weinstein Brothers. Et là, ce film, il n'est pas produit avec les Weinstein. Hein. Ce film, il a été produit avec une production de DVD d'horreur, quoi. Un studio qui produit, qui diffuse que des films d'horreur. Et là, voilà, c'est possible. Donc, si vous avez quelque chose, vous pouvez toujours arriver. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup de Tusk. C'est de voir, en fait, où on peut aller. On n'est pas obligé de toujours produire des trucs comme on voit, Expendables et compagnie. On peut aussi produire tous ces films. Mais bien sûr, il y en a partout. Des trucs comme ça. Mais là, on fait une émission box-office, donc. Ouais, et là, c'est sûr. on va pas trop parler des films indépendants, même s'il y a des pour, trucs excellents comme Dogtooth et tous ces films-là, ouais. C'est clair, il y avait quand même pas mal de choses. Bon, alors, juste pour terminer sur Kevin Smith, moi j'attends quand même beaucoup Clerks 3. Donc je sais que le scénario a été bouclé. Il me semble qu'il a commencé le tournage. Le scénario est bouclé. Le problème, c'est que Kevin Smith veut produire une série sur le hockey qui s'appelle Hit Somebody, traduction française qui est Tape quelqu'un. Kevin Smith, c'est un très grand fan de hockey. Bah oui, il se présente toujours avec son t-shirt. Mais oui. Alors bon, il en a un paquet de ces t-shirts là. Il explique justement que c'est ses porte-bonheur. c'est marrant. Et c'est la tenue hockey des Oilers. Et voilà, il y a cette série télé qu'il veut produire, cette mini-série, et donc il y a Clerks 3, il y a aussi une pièce de théâtre Broadway qu'il est en train de faire qui s'appelle The Crapture, qui raconte en fait l'histoire de l'apocalypse, hein, le retour de Jésus sur Terre, de Dieu en fait. Et donc il a pas mal d'autres productions, et le problème de Clerks 3, c'est qu'il y a certains acteurs qui veulent pas jouer dedans, parce que Kevin Smith a eu énormément de problèmes avec les Weinstein. Apparemment, il a pas touché il a pas touché toutes les récompenses qu'ont produites Clerks 2. Et le problème, c'est que voilà, les Weinstein, en fait, ils lui ont un peu, essayé de l'arnaquer, quoi. Il y a des fonds qui n'ont pas été virés, donc il a attaqué en justice les Weinstein. Il a bien marché, hein, je crois, Clerks 2, aussi. Ça va, ouais. C'est clair qu'il a mieux marché que Tusk. C'est sûr. Et puis c'est la quintessence des films VHS un peu, hein, en fait. Clerks, c'est aussi le film, tu vois, qui c'est le genre de choses que tu as envie de voir quand t'es à Sundance. Clerks, c'est un peu le film qui a créé cette toute nouvelle génération de réalisateurs qui, avec des budgets complètement minuscules, qui produisent des films qui sont quand même qui vaut le coup d'être vus, qui sont excellents. Clerks, ça te montre que n'importe qui, le mec qui habite je sais pas où en France, peut te produire quelque chose qui peut devenir international. Ouais, et le film, c'est quoi Clerks? C'est l'histoire de 2 mecs, des vendeurs de caisses, quoi, qui foutraînent la journée. C'est ça, des gros branleurs, quoi. C'est des gros branleurs. Enfin, il y en a un, c'est pas trop un branleur, quoi. Il y en a d'autres, c'est le branleur. C'est des ratés, en tout cas, ça c'est sûr. C'est les ratés de la vie. Et pourtant, c'est un film que t'as envie de voir. Pourquoi? Parce que, les films sont pas obligés de toujours être sur des choses grandioses avec des héros qui ont des quêtes formidables à réaliser. C'est pas dans des clichés. Ça, c'est quand même le mec qui a lancé la carrière de Matt Damon et de Ben Affleck. C'est quand même le mec qui... c'est sûr que c'est le mec qui a lancé la carrière de Ben Affleck, hein. C'est le premier à avoir fait tourner dans un film Stan Lee. C'est le premier à avoir fait tourner dans un film Stan Lee, hein. Stan Lee. Ouais, Kevin Smith a mis à l'écran Stan Lee avant que les films comics soient mis à l'écran. C'est ça, et puis extraordinaire parce que faut absolument que si vous pouvez le trouver, donc c'est Les Glandeurs, qui est vraiment c'est un DVD que vous pouvez trouver au Auchan, Carrefour, 2-3 euros, hein. C'est ça, avec Ben Affleck, Shane Doherty. Alors tiens, une anecdote assez intéressante, Clément, comme on est en train de se taper un délire là sur Kevin Smith. Alors, à savoir que dans Les Glandeurs, il y a une scène qui a été coupée. La scène, en fait, c'est Jay et Silent Bob, c'est les personnages comiques de Kevin Smith. Donc, Jay et Silent Bob, en fait, tombent dans un magasin de, Prada, je sais pas quoi, de fringues. Et en fait, ils se cachent dans les vestiaires des femmes, et il y a un petit trou. Et donc, ils sont en train d'épier une nana qui est en train de se fringuer. Et pendant ce temps-là, il y a, je crois que c'est Silent Bob qui est en train de se masturber. Le problème, c'est que une fois qu'il arrive à son climax, il a les mains toutes propres.
Il trouve pas ce qui ouais, il trouve pas son sperme. Et en fait, la nana, elle sort de la cabine avec les cheveux levés. À cause du sperme, voilà. Le truc complètement dégueulasse, hein. Et le truc, c'est que la production lui a dit non, 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 non. C'est trop vulgaire, on peut pas faire ça. Et qu'est-ce qui sort l'année suivante? Hein? Quel autre film où on a vu cette scène se produire? Marie à tout prix? Ah oui, exact, ouais. Voilà, où Ben Stiller se masturbe et puis voilà, il a son sperme sur le bout de l'oreille et puis elle croit que c'est du gel, elle se le fout dans les cheveux. Ouais. Oui, exact. Complètement ça me débile, revient. quoi. Mais c'est à quel point on peut écrire n'importe quoi et des fois ça peut être produit à l'écran. Mais voilà, c'est Kevin Smith qui avait écrit ça dans Les Glandeurs et ça n'a été refusé par la production. Et un an plus tard, même pas un an plus tard, quoi, voilà, c'est dans un autre film. Ouais. C'est complètement débile. Hein. Le film est complètement con, mais qu'est-ce qu'il est amusant, hein. C'est clair. Voilà, bon, en tout cas, on fera, je pense, il y a une émission à faire complète sur Kevin Smith parce que il y a tant à dire. Ouais, quoi. le problème, c'est que il y a des gens qui, c'est marrant, Kevin Smith, soit on l'aime, soit on le déteste. Je crois qu'il y a déjà pas mal de gens qui nous détestent, qui nous écoutent, là. Ouais, c'est fort probable. On s'excuse, Ouais. on est désolé, mais bon, les goûts et les couleurs. Hein. Moi, j'aime beaucoup le cinéma de Kevin Smith. J'aime bien voir des films qui parlent de rien, en fait, parce que des fois, c'est intéressant ce qu'on y voit. C'est un peu bon, moi, je vais pas m'attarder davantage, Clément, mais pour moi, c'est un peu de voir que si t'as une bonne idée, tu peux réaliser et produire un film. Que tes goûts personnels peuvent intéresser des gens, quoi, quand tu te mets à les écrire en scénario. Bon, alors on va terminer par la petite exclusivité de ce podcast. Alors, mon Dieu. Je sais pas si c'est dans le bon sens du terme ou pas. Donc, effectivement, Xavier a eu la chance de voir les Ninja Turtles et il va pouvoir nous dire à quel point c'est une purge. Ok, je vais faire ma critique en 2 parties. Je vais faire une critique rapide. Je vais la faire tout de suite. Les Tortues Ninja, c'est simple. C'est de la poubelle. Okay, c'est un film poubelle. Ça pue, c'est collant, t'as pas envie de foutre les doigts dedans. Et quand tu sors ce sac de poubelle pour le foutre dans ta grosse poubelle à l'extérieur dans ton jardin, tu le prends du bout des doigts et t'essayes de l'éloigner le plus possible de ton corps. Mais voilà, c'est de la poubelle, mais c'est pas offensive. C'est pas une poubelle qui te dégouline sur les doigts, qui à tout prix va te tâcher parce qu'il y en a tellement partout dessus. C'est pas offensive, mais ça reste de la merde. Maintenant, pour faire un peu plus long sur ma critique, j'ai pas envie de tarder trop de temps aussi, mais c'est amusant, c'est divertissant, les Tortues Ninja sont excellentes. Si vous avez grandi en regardant les Tortues Ninja, et je sais pas, moi j'ai grandi en les regardant en anglais, j'ai vu le film en anglais, j'ai retrouvé les personnalités des BD et du dessin animé des années 80-90. Pour moi, Michel-Ange, c'était le nunuche qui fait des blagues sans arrêt. Raphaël, c'est celui qui a un caractère pas possible. Leonardo, c'est le philosophe, c'est celui qui sait qu'on peut apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. C'est le grand frère. Et puis après, on a Donatello qui est l'inventeur, le pensif, qui est un peu des fois qui dit les choses ringards sans s'en rendre compte. Donc voilà, on retrouve toutes ces personnalités des personnages, on retrouve des personnages du dessin animé comme Vernon dans le BD qui était le caméraman de April O'Neil. On retrouve le patron dans le dessin animé qui était ce patron qui gueulait sans arrêt parce que ses journalistes savaient rien. Là, on a Whoopi Goldberg dans le film avec un peu cette même personnalité. Donc voilà, on sent qu'il y a eu de la fouille, il y a eu des recherches sur contrairement aux Transformers, là, dans cette production Michael Bay, attention, hein, c'est pas le réalisateur, mais franchement, on dirait que c'est Michael Bay qui l'a réalisé. Alors ça, c'est un truc pas possible. Mais sinon, on sent que qu'il y a eu des recherches. Après, le résultat, c'est que ça reste du Michael Bay, ça te prend pour un con. Le film te prend vraiment pour un idiot, te dit des choses qui, le film par exemple te dit oui, les Tortues Ninja se cachent, elles cherchent pas à être vues. Et après t'apprends que les Tortues Ninja laissent des tags partout pour savoir qu'ils sont là. Non mais il faut savoir. Soit tu m'expliques qu'ils ont pas envie d'être vus, qu'ils se cachent, soit tu mets des tags. Et la raison de mettre ces tags là, c'est comment est-ce que tu peux faire pour que le personnage d'April O'Neil puisse retrouver les Tortues Ninja. Tu vois, encore une fois, on te prend pour un con, c'est de la très mauvaise écriture. On se concerne pas d'avoir un public intelligent ou pas, on sait qu'ils vont gober n'importe quoi, c'est bon. Et moi, en allant voir ce film, je m'y attendais à tout ça. Donc je suis pas allé en me disant peut-être ça va être bon, peut-être ça va être super. Je suis allé pour une seule raison, c'est que j'ai grandi avec les Tortues Ninja et je voulais savoir si je pouvais retrouver ces personnages-là. Et là, j'ai envie de dire oui,
on retrouve ces personnages-là. Si vous aimez les Tortues Ninja, ils vous ont bien fait rire, et maintenant que vous êtes un adulte, vous voulez retrouver cette ambiance-là, comme on dit, un petit voyage dans le monde de la nostalgie, c'est une réussite. C'est vraiment très drôle. On retrouve les tortues faire du skateboard dans les égouts. On retrouve justement la planque des égouts, la pizza. On retrouve Maître Splinter qui hésite pas à leur mettre un coup de bâton sur la tête parce que c'est des adolescents avant tout. Donc ils ont du mal à rester concentrés. C'est clair qu'on retrouve tout ça. Après, les acteurs qui ont joué les tortues, la 3D, moi j'aime pas ce design, on dirait vraiment des extraterrestres. Ce nez, ces deux trous nasales, là, complètement bizarre, pas très bien réussi. Un Shredder qui est l'origine story des tortues avec Shredder et Splinter qui est modifié complètement de ce que l'on connaît, qui est vraiment naze. Le film qui était sorti, je sais pas quand, des Tortues Ninja dans les années 80, fin 80, je crois, non 80-90. Ça doit bien être quelque chose comme ça, oui. Ouais, ça date, hein. Mais là, ils avaient pris l'histoire de base des comics et ça marchait. Là, on a une histoire qui est trop avancée, trop technique, qui essaye de trop en faire quand c'est tout débile ce qu'ils essayent de raconter. C'est débile au point où il y a une séquence où Shredder est en train de relâcher du gaz mortel sur la ville, que l'écran qu'il est en train d'utiliser, il y a écrit lâchement de gaz mortel. Non mais depuis quand un ordinateur va écrire gaz mortel? Tu vois, ça va t'écrire, je sais pas moi... ce que ça va être le gaz, mais ça va pas être écrire tu vois, toxic gas. Non mais on dirait, tu sais, les autocollants qu'il y avait sur les jouets des Tortues Ninja. Ouais. Des autocollants où il y a une cible et en gros il y a écrit target au-dessus de la cible, si jamais t'avais pas compris que c'était une cible. Donc voilà, le film il nous prend vraiment pour des cons des fois, mais voilà, si vous voulez retrouver les tortues, je le redis une deuxième fois, mais c'est parfait, on retrouve ça. Sinon le reste c'est complètement débile. Encore une fois, je veux dire que la 3D elle est bonne parce que c'est devenu un standard maintenant d'Hollywood. Hein. Oui, il y a du très très beau boulot. Le motion capture des acteurs, les expressions des tortues est très réaliste. On sent leur impact. Elles ont chacun leur personnalité, leur couleur. Encore une fois, tu vois, des petits détails qui comptent, c'est que chaque tortue, si vous êtes vraiment fada comme moi des comics ou des dessins animés, chaque tortue avait une couleur. Tu vois, la couleur la plus vert clair c'était Michel-Ange et la couleur la plus sombre c'était Donatello. Et après, voilà, chacun avait une variété de vert. Après, rouge, orange, pourpre et bleu. On retrouve tout ça. Les armes, les katanas. Leonardo, c'est les katanas. Bref, ça, c'est sûr qu'ils ont étudié leur boulot. Mais après, le scénario, c'est complètement débile. On a un Shredder qui est inintéressant. Un Shredder, en fait, Edge of Tomorrow. C'est un Shredder avec cette armure exosquelette, machin. C'est complètement débile, quoi. Mais en même temps, c'est un comics. Tu vois, c'est normal que ça soit pas débile, mais ça soit un peu l'aventure. Ouais, oui, d'accord, ouais, mais bon, là, c'est peut-être exécuté vraiment... c'est exécuté, excuse-moi, mais moi, je suis pas fan de Michael Bay, mais c'est exécuté comme un Transformers, en fait. Ouais. Bon, sauf donc que, déception, quoi, en tout cas. Ouais, mais en même temps, non, parce que c'est à quoi je m'y attendais. Donc non, c'était pas du tout une déception. Je me suis bien marré. Comme je le redis, mais c'était de la poubelle, mais c'était pas de la poubelle offensive. Si vous êtes fan des tortues, ça vaut le coup. Après, voilà, payer 12€, juste pour un délire nostalgique, ça fait cher, mais pourquoi pas, si vous avez les moyens, c'est pas si cher que ça, après tout, 12€, hein, pour se taper un bon délire. Mais les tortues, moi, m'ont bien fait marrer, ça c'est sûr. On retrouve aussi le Turtle Van, la wagonnette des tortues. Ceux qui avaient le jouet, où on levait le toit et la porte évacuée comme une catapulte. Voilà, on retrouve tous ces petits trucs qu'il y avait dans les dessins animés aussi. Ouais. Ça, c'est excellent, ça. Oui, il y a beaucoup de références. Énormément de références, quoi. Mais voilà, après on a une actrice qui moi j'aime pas, c'est pas une actrice, c'est mannequin. C'est quoi son nom? Megan Fox. Mais oh là là, Megan Fox, quoi. Bref. Bon, ben voilà. Donc, tu vois, j'en ai parlé plus que je voulais passer dessus, quoi. Ouais. Mais c'est parce que je sais pas, peut-être parce que j'aime tellement les Tortues Ninja que je suis obligé de les voir dans du pas bon film. Tu vois, je trouve que celui des années 80, même le deuxième, on va éviter le troisième avec les samouraïs, hein. Mais le premier et le deuxième sont vraiment amusants. Et là, c'est vrai que les tortues sont en 3D, elles sont pas dans des super costumes qu'il y avait à l'époque en latex. Mais bref, le scénario des Tortues Ninja de base est cool, quoi, est suffisant. Cette histoire de ce fou de Shredder qui a son gang de foot soldiers qui piquent tout à New York, qui foutent la merde, qui vendent de la coke aux enfants. Tout ça pour prendre plus de pouvoir dans les rues. Et là, c'est un Shredder qui veut buter tout New York pour en faire je sais pas quoi. Enfin, excuse-moi, j'ai oublié le scénario du nouveau Tortue Ninja déjà. Je pense qu'il y a une chose positive pour mon cerveau. C'est un film avec excuse-moi, mais voilà, j'essaye d'en dire du bon.
Il y a d'excellentes séquences d'action. Hein. Et contrairement aux productions Michael Bay, on y pige quelque chose. Ouais, c'est lisible. Ah, complètement. Et c'est un vrai délire. Hein. Il y a une scène qui dure vraiment longtemps. Je me dis, bah dis donc, putain, ça dure longtemps cette scène d'action là. Un peu comme c'est dans le deuxième Hobbit où on a les Hobbits qui tombent dans les tonneaux. Elle dure très longtemps cette séquence d'action. Ouais. On a même des séquences de GoPro, ce qui était bizarre. Mais là, voilà, et Tortue Ninja, il y a des super séquences d'action bien longues, mais qui sont vraiment amusantes. Mais là, Si vous avez des enfants, c'est le film à aller voir avec eux. Hein. Excuse-moi, Clément. Non, mais je t'en prie. Mais le réalisateur, donc, c'est Jonathan Liebesman, qui avait fait, donc, Massacre à la tronçonneuse, le commencement, World's Invasion, Battle Los Angeles, et, La colère des titans. Bon, il a pas fait, donc, de films extraordinaires. Alors, La colère des titans, c'est le deuxième, c'est ça? Ouais, qui, moi, à mon avis, est quand même mieux que le premier. Mais bon, je sais pas qui est le meilleur des deux, mais, voilà. Je préfère le tout premier, moi. Après, Battle Los Angeles, c'était pas nécessairement dégueulasse, hein. Techniquement, à l'époque, c'était quand même relativement c'est un bon film d'action. Non, voilà. Moi je trouve que c'est un bon film d'action. Hein. Mais bon, c'est vrai que ça manquait quand même un petit peu de fond, quoi. Pas non plus quand même un réalisateur débile comme on en connaît d'autres, quoi. Hein, mais non, moi je pense que c'est souvent la production qui demande quelque chose de débile, pas le réalisateur. Là, t'avais Michael Bay derrière. Ouais, le réalisateur comme Michael Bay, je veux dire, c'est des mecs, ils ont, malgré que j'aime pas le cinéma Michael Bay, j'en suis sûr quand même, c'est un mec qui a du talent. Voilà, après si le talent me plaît ou pas, c'est comme un artiste. Hein, j'adore l'art. Contemporain, mais après quand je vois certaines toiles de Mondrian, je suis pas fan, mais j'admire le talent. C'est pareil pour Michael Bay. Il y a énormément de talent, mais après je l'aime pas du tout. J'aime pas du tout cet art-là parce que ça me plaît pas, quoi. J'y retrouve pas ma personnalité. C'est des films qui gueulent beaucoup trop pour ce qu'ils sont. Ouais. Après c'est un point de vue personnel. Je sais qu'il y a des gens qui pourront me décrire qui pourront me donner leur point de vue et je serai complètement d'accord avec eux. Je suis non mais je comprends tout à fait que t'aimes beaucoup et je suis complètement d'accord avec toi là-dessus que c'est un art et c'est la preuve, c'est que c'est au cinéma, tu vois, il y a quelque chose à voir. C'est pas parce que tu sais c'est comme cette fameuse boîte de sardines avec de la merde dedans qui a été vendue à des millions parce que c'est de l'art nouveau. Ouais, OK, bref, moi ça me boîte des sardines avec de la merde, ça vaut pas plus que en fait, on devrait te payer plutôt pour l'acheter, quoi. Ouais. Bah bref, ouais, Michael Bay, c'est un type de cinéma. Je veux dire, moi, j'aime beaucoup The Island. Oui, bah ouais, c'est... Ouais. Mais après, je déteste les Transformers parce qu'on y pige que dalle. Autant qu'on parle d'excellents réalisateurs, je ne sais pas pourquoi, Clément, mais on se retrouve toujours à parler de Michael Bay. Hein. Ouais, c'est sûr, on en revient toujours à ça. On revient toujours à ça. On peut passer de Stanley Kubrick à sauter sur du CCB 2000, et puis voilà, on se retrouve tous les deux avant le podcast quand on discute de parler de Michael Bay, quoi. C'est fou. C'est ça. Bon, on vous épargne la critique de Transformers 4 parce que de toute façon, il y a rien à dire de spécial. Moi, je l'ai pas vu, mais j'irai pas le voir. Donc voilà. Pourquoi est-ce que j'irai voir ça? Attends, petite histoire, Clément. Je me suis arrêté pour bouffer une pizza une fois, et à la télé, il y avait Transformers 3 dans le restaurant. Et je me souviens, là, c'est parfait, je bouffe de la pizza, il y a Transformers 3. C'est le 3, certainement, ouais. Je sais pas, s'il y avait des Transformers au-dessus d'un gratte-ciel avec des rayons de lumière, enfin, c'était... Je dis, j'y comprends que dalle, quoi. Et en plus, il y a tellement de choses à l'écran, c'est débile. Par contre, purée qu'il y en a du boulot sur le décor et la mise en scène, quoi. Ouais. Ah, c'est incroyable, oui, parce que les décors sont excellents. Il y a pas mal de filmé en prise réelle, en fait, hein. Et après, ouais, c'est filmé en prise réelle avec produit après, Mais c'est des films qui ont du compositing incroyable, hein. Ouais. Mais bon, tu vois, je préfère le compositing qu'on voit dans Edge of Tomorrow. Hein. C'est pas du CGI, enfin, c'est du compositing, quoi. Oui, c'est ça, il y a du pré-rendu, mais il y a tellement de choses, hein. Je veux dire, il y a des couches d'étalonnage impressionnantes aussi. Non, mais le boulot est monstrueux, quoi. Je sais pas combien d'heures ils doivent passer à bosser sur ça et combien ils sont, mais voilà. Bon, c'est une démo, si tu veux, mais le problème, c'est qu'une démo qui dure 2 heures, 3 heures. Non, mais c'est très bien dit. C'est une démo et c'est pas un film, quoi. Ouais, enfin bon. Voilà, bon, sinon, il y a quand même eu beaucoup de films, donc c'est pour ça qu'on a zappé par exemple Maléfique, on aurait pu vous parler de Transcendance et sinon le podcast il va durer 2-3 heures. Voilà, c'est ça. De Dragons 2, de Lucy, d'Hercule, de Sin City. Ah, Lucy, les productions qui essayent de faire du Marvel sans la licence Marvel. Ouais, c'était un peu compliqué. Apparemment, il y aura un 2. Les Transporteurs, il y en a eu 3 ou 4, non? Donc, ouais. Les productions Luc Besson, et tu sais que c'est écrit déjà avec les suites en tête, hein. Ouais. Il me semble qu'il y a un Tekken 3 qui est en production, là, ces temps-ci. Il y a un Tekken 3 qui est filmé et qui est en post-production même, puisqu'il a eu la bande-annonce qui a été diffusée. Je te jure, j'abandonne Luc Besson. Il y a longtemps que j'ai abandonné Luc Besson, moi. C'est bon. Mais le problème, si tu veux, c'est que là, avec Lucie, il a voulu refaire ce qu'il faisait avant, mais je pense que... Tu te souviens à l'époque quand le 5e élément était sorti, et on disait...
c'était marrant, mais la presse disait, et on disait nous-mêmes, hein, on en parlait, c'était le dernier film de Luc Besson. On disait bien le dernier. Le mot dernier était influencé dans nos conversations partout. Pas parce que c'était son dernier qui était sorti, mais vraiment comme si ça allait être son dernier. Peut-être que ce l'était vraiment son dernier film. Parce que ce qu'il a produit par la suite, c'est pas vraiment des films. Hein. Ouais, bon, alors après, moi c'est sûr que je suis pas particulièrement fan du cinéma de Luc Besson, même dans son ensemble, globalement. Luc Mais, Besson a transformé son cinéma. EuropaCorp, c'est devenu du shopping, c'est devenu le fast-food du cinéma. Après, il fait quand même des choses aussi qui se feront pas ailleurs, et je pense qu'il a aussi un petit peu participé à l'évolution du cinéma français. Alors, bon, est-ce que c'est bien que enfin, voilà, bon, en tout cas, Lucie. Bah, il a créé une école, oui, il a fait des superbes choses, ouais. Lucie, c'est quand même l'un des films qui a le mieux marché aux États-Unis, des films français qui a mieux marché aux États-Unis depuis bien longtemps. Donc, non, mais tu sais, oui. Ah, production française, tu veux dire? Ouais, ouais. Bien. Donc bon, alors est-ce que c'est lié à Scarlett Johansson? J'imagine que oui. Ah bah ça, bon. C'est sûr que si tu mets Scarlett Johansson sur ton affiche, tu vas faire beaucoup plus de ventes. Mais après, tu vois, moi, je pense que ce que fait Besson, c'est quand même globalement mieux que ce que fait Michael Bay. Et puis c'est globalement mieux que ce qu'on a vu, comme par exemple Transcendance. J'ai jamais pensé à comparer les deux. Là, non, mais c'est incomparable. Mais tu vois, dans l'exécution finale, bon. Là, tu m'ouvres des portes que j'avais vraiment envie de laisser fermer, quoi. Oui, mais on peut les laisser. Michael tu vois, on peut les refermer, là, tu vois. Tu vas me donner un anévrisme, là, à parler de ces deux mecs, là. Je peux pas faire des conversations comme ça. Bon, parlons de choses positives, parlons des films qui vont sortir. Toi-même, tu viens de l'admettre, là, en disant de choses positives. Ouais, voilà, des choses positives. Donc effectivement, la fin de l'année est quand même particulièrement chargée en belles sorties. Alors, il y a Gone Girl qui est sorti la semaine dernière. Ça m'a l'air d'être à voir, ça. Ouais. Avec Ben Affleck et Rosamund Pike, qu'il faut absolument aller voir au cinéma. Fincher en thème. C'est exactement. Donc il y a Fury de David Ayer qui sort le 22 octobre avec Brad Pitt et Shia LaBeouf. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un film de Deuxième Guerre mondiale. C'est ça exactement. Alors on a eu quand même droit à The Pacific, qui avait été vraiment la série bien, télé. Ouais. Voilà. Il y a les Monuments Men. Mais qui est pas vraiment. C'est un film qui se passe pendant cette époque-là, mais c'est pas un film vraiment de guerre. Ouais. Exactement. Ouais. Donc voilà, Fury est intéressant. Bien sûr, Interstellar, le film le plus attendu de l'année. Avec Christopher Nolan. On a aussi Birdman, hein. Oui. Alors il y a effectivement Birdman d'Alejandro González Iñárritu. Il y a Hunger Games. La prononciation. Voilà, merci. Il y a Hunger Games, donc La Révolte, partie 1. Bon, j'ai l'impression que ces films s'améliorent à chaque fois. C'est fou. C'est ça, bon, c'est quand même, voilà. Le Hobbit qui quand même clôture quand même la saga qui dure bien plus longtemps qu'elle devrait. C'est ça, mais bon, moi je l'attends vraiment comme un fou furieux. Ah, mais pour moi, c'est des films qui sont très amusants, mais ouais, après c'est vrai que c'est trop long pour une histoire. En fait, on est en train l'histoire du Hobbit est moins grandiose que celle du Seigneur des Anneaux. Bah, c'est pas aussi épique, oui, c'est sûr. Mais là, en fait, c'est l'épique forcé. Donc, point de vue scénario, c'est dommage. Mais c'est très divertissant. Le dragon Smaug dans le dernier, vraiment, c'est super. Ouais, non, mais tout ce qui se passe, c'est la grande aventure. C'est très amusant et très divertissant à regarder. Et ce sont des beaux films à voir. Oui, voilà. Le visuel, c'est très joli, quoi. Techniquement, il fait quand même avancer les choses. Moi, il faut absolument aller voir le film en HFR 3D. Donc HFR, pour rappel, c'est 48 images secondes, sachant que tous les films sont tournés normalement en 24 images secondes. Le premier, je l'ai vu comme ça. Et j'ai vraiment eu du mal. C'est assez intéressant comme méthode, mais on perd tout le grain cinématographique. Hein. Là, c'est fini. Hein. Oui, mais alors c'est trop clair. Tout attention est trop... quand même, parce que le premier était peut-être un peu moins bien adapté que le second, parce que j'ai eu la chance moi de le voir les deux d'affilée en HFR à l'avant-première l'année dernière. Ouais. L'année dernière. Et le premier moi je trouve ça très bien, hein, mais effectivement ça fait un peu bizarre. Par contre le deuxième, je trouve que il y a plus du tout cet effet, tu vois, que tu peux avoir un peu caméscope. Le premier, il y avait un défaut. Moi, je dirais que c'est un défaut, hein. Mais c'est technique, c'est comme ça, c'est le point de vue mathématique. Mais quand on est sur des... quand on est sur des travelling... les caméras, il était un peu... Alors, je crois qu'entre-temps, tu sais, ils ont amélioré le matériel. Donc, sur le 2, d'accord. Ça se voit parce beaucoup, que, je sais pas si tu vois ce que je voulais dire, mais c'est quand il y a des travelling, quand on fait des panneaux de gauche à droite, l'écran... il y a quelque chose de bizarre qui se produit. Ben oui, parce que d'habitude c'est flou pour nous. On est habitué à avoir du flou, alors que là c'est hyper clair, forcément. C'est trop clair. Et en fait, peut-être que c'est tellement nouveau qu'on est tellement pas habitué. Mais moi, mon premier ressenti, c'est que
j'admire la prouesse technique. C'est quelque chose d'impressionnant. Je veux dire, je travaille dans ce milieu, hein. C'est quelque chose de fascinant à voir, à visualiser. Mais je suis pas fan, quoi. Je préfère vraiment le beauté technique, esthétique du 35 mm ou même du monté, tu vois, sur caméra en 24 images par seconde. Mais même ce que fait Fincher avec le numérique, hein. Fincher, il utilise le numérique d'une manière exceptionnelle, quoi. Enfin, The Social Network, c'est la référence. Ouais, mais l'IMAX aussi. Je veux dire, qu'a fait Christopher Nolan en IMAX avec des caméras IMAX et des caméras HD, le Dark Knight, c'est impressionnant, hein. Ouais, c'est sûr. Bon, c'est pour ça que je suis pas fan de dupliquer les images par seconde. Moi, je trouve, je vois très bien à quoi ça sert, mais il y a quelque chose pour moi. C'est comme l'augmentation des hertz à l'image. Quand c'est trop fluide, il y a quelque chose de bizarre. Moi, il y a quelque chose, ça perd son charme du cinéma. Par contre, c'est une méthode excellente pour filmer des documentaires. On n'a pas trop vu encore, hein. Oui, ou moi je suis persuadé. Ben, honnêtement, ce qu'on n'a pas vu non plus, c'est tout ce qui touche l'animation. Et je suis persuadé que de l'animation en 60 images secondes, ben ça doit être génial. L'animation et les documentaires, tu vois, sur le monde, tu vois, ça peut être sur les régions d'Afrique ou ce qui se passe en Inde. Tu vois, je veux dire, si on commence à produire des documentaires avec ces caméras techniques-là, ça va être vraiment impressionnant. Mais toutes les caméras sont compatibles. Là, tu sais, le numérique, c'est tu choisis le framerate, hein, donc. Tout à fait. Après, il faut des caméras très spécifiques pour filmer. C'est plutôt que voilà, ça fait. Puis à traiter, tu traites pas une image 4K 60 images secondes comme ça, quoi. Non, il y a tout, et il y a aussi l'influence qu'a pour un chef opérateur, c'est la différence de la prise de la lumière par rapport à la caméra. Donc il y a toutes ces choses techniques qui changent énormément. Ouais, il y a des paramètres. Bon, sachant que les prochaines grosses productions, ce sera les 3 avatars qui pourraient être tournés jusqu'à 120 images secondes apparemment. Je les ai complètement oubliés, ces films-là. Voilà. J'ai oublié qu'il y avait le 2 et le 3 qui étaient en prod. Ouais. Le 2 et le 3, effectivement, qui sont en production et qui devraient sortir, je crois, en 2016 ou 2017, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, on aura pas mal de choses à voir d'ici, là. Hein. Exactement. Et bien, pour terminer l'année, donc, il y aura également Exodus, le nouveau film de Ridley Scott, avec Christian Bale. Alors, j'ai un petit doute quand même sur la qualité des films parce que moi Ridley Scott ces derniers temps pour moi la rupture totale ça a été le Robin Hood qui était sorti en 2010. Alors celui qui a avec Russell Crowe, ouais. Voilà, pour moi c'était la rupture quand Ridley Scott fait le débarquement allié version côte anglaise. Mais non mais attends, pour moi c'était ridicule, quoi. Et c'est marrant, c'est une critique que j'entends souvent quand on parle de ce film. Mais non, mais pour moi c'est une purge, ce film, une purge totale. En plus, comment massacrer un casting comme ça? Je sais pas, moi j'ai oublié. Voilà. Après, tu passes à Prometheus, qui est juste. Prometheus devait être renommé en tant que Charlize Theron ne sait pas courir gauche ou à droite. C'est ça. Et puis attends, pire que ça, t'as eu Cartel quand même. Alors là, c'était juste impardonnable. Aïe. Avec le casting qu'il avait, de faire c'est impardonnable, quoi. Bon, voilà. Donc bon, du coup. Je sais plus trop quoi, voilà. Ouais. Donc pour clôturer cette année 2013, il y a quand même des choses à voir. Bon, peut-être qu'on sera déçus. Moi, j'espère juste une chose, c'est que Interstellar, il faut absolument que ce soit réussi parce que si c'est pas réussi, pour moi, Nolan, c'est fini, quoi. Parce qu'il a complètement raté son Batman 3. J'aime bien quand tu dis ça. Nolan, fini, c'est bon. Là, il a pas le droit de se rater. En plus, on a fait une rétrospective. Ça arrive, pourquoi pas. Je veux dire, il y a tellement de réalisateurs qui se cassent la gueule et qui reviennent plus tard avec des films impressionnants. Je sais que toi, ça compte beaucoup, Interstellar. Je sais que tu m'en as parlé depuis longtemps. Je comprends. Non, parce que t'as le combo parfait, t'as un casting super. Enfin, pour moi, Matthew McConaughey, c'est juste, on a fait la rétrospective qui est exactement. Ouais, bon, c'est devenu un grand acteur maintenant. C'est quelqu'un qu'on attend à voir toujours dans des grands films. C'est fini de le voir dans des comédies romantiques ou des trucs banals. À chaque fois qu'on voit Matthew McConaughey dans un film, ça va être un de ces films auxquels on va se souvenir dans les annales et les archives du cinéma. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il peut pas se planter, quoi. S'il se plante, ça risque d'être dramatique. Je ne pense pas. Je pense pas que le film va se planter. Je pense pas. Ouais. Mais voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Écoute, on verra bien. Bon, en tout cas, et Clément, juste pour ressauter dans la boucle Kevin Smith, on a son deuxième film qui sort cette année, parce que bien sûr, il prépare une trilogie du Canada, dont le premier volume était Tusk, et le deuxième devrait sortir normalement, si je me trompe pas, ce mois de décembre, qui s'appelle donc Yoga Hosers, qui est une version de Clerks, mais avec des filles de 16-18 ans. Deux filles, je crois qu'elles ont 16, 17 ou 18 ans, c'est sa fille et la fille de Johnny Depp.
Et voilà, elle travaille dans une supérette au Canada et on va voir la version féminin en fait. Et Kevin Smith a fait exprès de faire un film PG-13. Kevin Smith qui met énormément de mots vulgaires, hein, qui parle toujours de sexe. Enfin, ses films sont toujours R. Et là, justement, il se lance le défi de faire du PG-13 parce qu'il voulait faire un film que voilà les filles pré-ados pouvaient voir. Ouais. Et c'est un film qui va parler de magie, de démons qui essayent de rentrer dans notre univers, et ça sera deux filles qui empêcheront les démons de rentrer sur Terre. C'est marrant, on tourne toujours autour de la même chose, quoi. Clerks, Dogma. Et c'est ça. Et là, par contre, on retrouve encore une fois au casting, on va retrouver Johnny Depp qui jouera l'inspecteur Guy Lapointe. Tu vois, donc il va jouer exactement le même personnage que l'on a vu dans Tusk. Donc moi j'attends ce film avec plaisir, voilà, j'écoute les podcasts, il a vraiment parle comme il est en prod. Il a un univers très particulier. Bah il a son univers qu'il appelle le Smodco Universe, je crois que c'est ça. Donc c'est son univers où tous ses films se passent dedans, et, où on retrouve des personnages d'autres séries, d'autres films en fait. Ouais. Parce que les personnages qu'on voit dans Les Glandeurs, on les retrouve dans d'autres films, on les retrouve dans Clerks 2, exactement les mêmes personnages. En tout cas, une bonne fin d'année qui par contre aussi va nous permettre de nous préparer psychologiquement pour 2015 qui va être l'année. 2015, c'est l'année. On finit bien 2014 avec Birdman, ça a l'air d'être très prometteur. C'est ça, mais 2015, c'est juste, mais en termes cinématographiques, pour les fanboys, pour le jeu vidéo, non mais c'est une année de malade. Raison. Tu sais ce qui m'est venu en tête quand t'as dit 2015 tout de suite. 2015 et fanboy, il y a Mad Max qui m'est venu en tête tout de suite. Ouais, bon, il y a Mad Max, Star Wars. J'attends James ce film Bond. avec impatience. Mad Max, c'est ce film où les producteurs ont vu les résultats des premières images de production, qu'ils ont donné plus d'argent aux réalisateurs pour produire encore plus d'images. Ouais, mais on n'a jamais vu ça dans le cinéma. Depuis quand la prod donne encore plus de thunes à une prod, enfin, comme depuis quand les producteurs exécutifs donnent de l'argent en plus dans une prod, c'est jamais vu. Ça, c'est un film qui sort en mai 2015 chez nous. Il y a encore un petit peu le temps, pour et faire puis, c'est le même réalisateur des précédents Mad Max. C'est ça qui est impressionnant. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien son univers. Et apparemment, ce que j'ai entendu dans une critique, c'est un film qui se passe constamment en avant, en marche. C'est des voitures et les voitures avancent constamment. Il y a quasiment jamais de pause. Donc, en fait, tous les voitures du mouvement, freinent. quoi. Que du mouvement. Donc, ça va être assez impressionnant, je pense, à visualiser. Ouais. Non, mais voilà, il y a de toute façon, il y a une tonne de films. On peut pas vous faire une liste ce soir parce que ça serait trop long, mais on n'est pas couché d'ailleurs. Franchement, 2015, c'est une année extraordinaire en plus. Tiens-toi prêt, Clément, accroche ta ceinture. Non, mais pour nous en plus en tant que ce mot-là, il est pas nécessairement hyper, mais pour nous les geeks quoi, c'est une année extraordinaire quoi. On sera peut-être déçu, on va forcément être déçu par certaines choses, mais dans sa globalité, il y a tellement de trucs extraordinaires. On sera toujours un peu déçu, mais je m'en fous parce qu'il y a pas mal de propositions quand même. Là, il y a tellement de choses qui nous sont proposées que moi ça m'intéresse. Parce que tu vois, les deux grosses déceptions cette année, c'était les deux Hercule. Je pensais qu'on allait nous faire revivre du Peplum, de la fantaisie grecque, et en fait non, c'était de la merde, les deux films quoi, c'était vraiment nul. Donc voilà, tu vois, il y a des déceptions, mais au moins, tu vois, il y a quand même de la proposition quelque part. Donc là, ça va être pareil pour 2015. On va avoir énormément de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on va regarder tous les deux, qu'on va discuter. Il y aura des déceptions, mais il y aura aussi ces petites perles que l'on va trouver, Clément. Et c'est là, tu vois, c'est ça qui m'excite, motive, quoi, vraiment, ouais. qui me motive, m'excite un petit peu trop. Peut-être le fanboy cinéma en moi-même, il est complètement excité, mais après, en effet, ouais. C'est clair que ça donne envie. Pas mal de choses. Ouais, les amis, c'était HCFR, le podcast cinéma, épisode 1, saison 2. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci Xavier. Ah, merci Clément, toujours un plaisir. Et puis ça nous fait du bien de retrouver nos auditeurs et puis de discuter cinéma tous les deux. Hein, ça fait un petit moment. Exactement. Écoutez, on vous souhaite une très bonne continuation. Et puis Clément, je crois qu'on se voit très bientôt, de toute façon, pour reparler cinéma. Exactement. Allez, à très vite les amis, ciao. Salut tout le monde.